plateau de nos conversations, la démocratie, un grand sujet, mais on est capable peut-être de passer au-dessus de tout ça, d'apprendre à vivre ensemble mieux. Capable, c'est peut-être le mot de la soirée, puisque nous allons faire la rencontre de David Chawat. Il est enseignant, guide, conférencier, et il est ici ce soir pour parler de son livre Am Sgoula. David Chawat, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Premier livre, pour vous qui êtes d'habitude plus dans la transmission orale qu'écrite, c'est un passage. Alors, c'est en rencontrant des centaines de jeunes juifs, des Français, des Israéliens, des gens qui viennent du monde entier, que vous avez eu l'idée d'écrire ce livre. À l'intérieur de ce livre, il y a plusieurs thèmes qui sont évoqués, du judaïsme, avec énormément de références. Alors, des références bibliques, des grands de la Bible, mais aussi, c'est très étonnant d'ailleurs, d'y lire Mark Twain, d'y lire Nietzsche, on y lit même Steve Jobs, c'est assez incroyable. Avant que vous nous expliquiez ce que ça veut dire, Am Sgoula, d'où vous est venue l'idée, le besoin? On va dire c'est comme ça, comme j'ai dit, j'ai jamais été très à l'aise à l'écrit, plus à l'oral, mais j'enseigne depuis des années, et puis j'ai eu une occasion j'ai voulu faire des résumés de mes cours, et puis ce résumé-là s'est développé, et puis en fait je me suis mis une raison que ça fait très longtemps qu'on me dit, est-ce qu'il y a un livre qui résume un peu les grands sujets du judaïsme, mais de façon claire, concise, et puis qui s'adresse un peu à des gens... Avec des gros mots. Voilà, des gens qui soient clairs, on ne descend pas dans le niveau, mais surtout on donne un aspect large, varié. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui manquait, donc c'est venu du besoin. Et si je peux, sur ce point-là, dire qu'en fait, j'ai eu la chance, je guide des centaines, j'enseigne des centaines de gens par an, des juifs, des non-juifs, ça peut être des rabbins, des grandes écoles, des politiciens. Et en fait, eux, ils m'ont donné en fait ce savoir du terrain. Et avec mon savoir que j'ai appris, en fait, on a réussi à concocter quelque chose qui est un besoin auquel on a répondu, de donner cette image-là un peu plus référencée. Alors justement, Am Sgoula, ça veut dire quoi? Alors on nous appelle souvent le peuple élu. Rien que ça fait l'objet d'un livre. Voilà. On nous appelle souvent le peuple élu, mais en fait ça ne veut pas dire grand-chose. Élu, on est élu pourquoi? On est les premiers de la classe, on est élu pour eux. Non. Alors Am Sgoula, il y a la racine en hébreu de Mesugal, être capable. On est capable de quelque chose. Et en fait, chaque nation a une capacité, est capable de quelque chose. Et je pense un des grands problèmes quand on a expliqué au judaïsme, c'est justement de penser qu'on a toute la science et on sait tout faire, on a l'habitude de tout, on connaît tout. Pas du tout. Chaque nation a une particularité. Et moi, ce que j'ai exprimé dans ce livre, c'est à travers bien sûr des sources juives, mais à travers des sources non juives, c'est qu'on a cette mission d'apporter quelque chose au monde de particulier, qui est ces valeurs universelles, qui en fait sont rentrées dans les 3/4 de l'humanité. En fait, les droits de l'homme, la Bible, les droits sociaux, en fait, c'est des choses que personne ne peut dire aujourd'hui. Non, effectivement, ce n'est pas le judaïsme qui l'a apporté. Et en fait, c'est notre particularité, de la même manière que nos sages nous disent, on apprend des autres nations d'autres choses. Et en fait, cet échange-là, il est intéressant. Si on n'est que tout seul à apporter aux autres, alors effectivement, il n'y a pas d'échange. Mais quand on dit qu'on est le cœur de l'humanité, le cœur, il a besoin du foie, il a besoin du cerveau, il a besoin de la rate. Donc on a en fait une alliance ensemble qui nous permet non seulement de ne pas regarder les autres de haut, mais d'avoir cet échange. Et dans cet échange, nous, on a cette particularité d'apporter ces valeurs-là. Alors, qu'est-ce qu'avec tout ça, l'Israël de 2023 apporte justement au monde et qu'est-ce qu'il reçoit aussi? Alors, je vais vous raconter deux histoires. La première histoire, je suis avec des députés français, on est à l'entrée de Jérusalem et je leur dis, la majorité des valeurs de la République française, que vous êtes si fiers et vous avez de quoi être fiers de la Révolution française, sont nées ici. Alors, ils me disent, oh oui, les 3 religions sont nées à Jérusalem. Je dis, non, c'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit, toutes les valeurs que vous pensez que le leader, il doit être au service de la nation et pas l'inverse. Le fait qu'on parle qu'on est égaux par rapport à la loi, le fait les droits sociaux qui sont si chers, ils viennent effectivement de cet apport du judaïsme. Ça, c'est, on va dire, pour l'histoire ancienne. Maintenant, dans l'histoire moderne, on nous appelle toujours la Startup Nation. Alors, dans la Startup Nation, toujours on pose la question, mais pourquoi, c'est quoi le secret de la Startup Nation? Et je cite le PDG Eric Schmidt de Google, quand il est en Israël, on lui pose la question, comment ça se fait que c'est la Startup Nation et pourquoi vous êtes toujours un bras droit israélien? Il dit, c'est très simple. Il dit, en fait, les Juifs, vous n'êtes jamais satisfaits de la situation telle qu'elle est. Effectivement, c'est ce qu'on... C'est pour ça qu'on discute. Mais bien sûr. Alors, on n'est jamais satisfait. C'est pour ça qu'on est les grands révolutionnaires. La révolution américaine, c'est un juif polonais qui l'a financé. Dans la révolution française, il y avait beaucoup de juifs. La révolution russe, on n'en parle pas. Et les révolutionnaires philosophiques ou scientifiques, parce que ce qu'on a, ça ne nous contente pas. On ne s'en contente pas. Alors vous allez me dire, et ça, on l'apprend au monde? Ben oui.
Et comme il a dit le patron de Google, il a dit, moi, quand on finit un projet, on fait un cocktail, tout le monde est content, tout le monde est heureux. Et sur la route, il y a toujours l'Israélien qui vient voir et me dit, mais dis-moi, on aurait peut-être dû faire ça et faire ça. Alors en fait, ça nous rappelle une histoire que je cite. Est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? On raconte qu'une grand-mère juive, elle achète une cravate à son petit-fils, il veut lui faire plaisir, il lui en met une Shabbat, une des deux, et puis la grand-mère lui dit, t'as pas aimé l'autre. Alors c'est vrai qu'on n'est pas, on est content de ce qu'on a. On ne doit pas ne pas être content de ce qu'on a, mais on veut toujours plus. Et ça, en fait, c'est une des choses qu'on apporte. Ou, par exemple, le traitement qu'on a avec les personnes âgées en Israël, que du monde entier, on regarde comment on s'occupe des personnes âgées, comment on les aide, comment on a accueilli des Juifs d'Éthiopie qui avaient plus de 80 ans. Et ça, c'est par exemple des choses qu'on regarde, on les voit dans les délégations, dans le monde. Tout n'est pas parfait en Israël. Alors c'est ça, voilà. on boit vos paroles, mais juste avant, il y avait à votre place quelqu'un que vous connaissez bien, qui a d'ailleurs préfacé votre livre, Shmuel Trigano. Comment est-ce que vous gardez cet optimisme, malgré les tensions qu'on a à l'intérieur du pays, depuis un moment déjà, depuis 6 mois comment vous gardez cette façon de voir ce peuple Ségoula, ce peuple capable? Bah, écoutez, bon, les gens me connaissent, les gens dans le livre, les gens m'ont dit le premier jet que j'ai fait m'a dit c'est sérieux, on ne te voit pas dans le livre. Alors j'ai rajouté des anecdotes et des histoires drôles, et ça c'est une histoire qui est drôle mais qui n'est pas drôle. Ah. On raconte en fait qu'il y a un couple de jeunes juifs qui avec leur enfant sur un bateau, et puis l'enfant il est en train de pêcher, il tombe dans l'eau, et puis l'enfant a coulé, la mère crie au ciel, mon Dieu fait un miracle, Dieu fait un miracle. Ils sortent l'enfant de l'eau, le père il est très content, il enlace l'enfant, il dit merci mon Dieu, quel miracle que vous avez fait. La mère elle dit quand il est tombé le petit il n'avait pas une casquette. C'est toute l'histoire de l'État d'Israël. On se rappelle où on était à 75 ans? On se rappelle qu'il n'y avait pas d'État, il n'y avait pas d'armée, il n'y avait pas d'économie, il n'y avait rien. On n'a pas besoin de chercher 2000 ans en arrière, moi ça fait 36 ans que je suis en Israël, on se rappelle de quoi avait l'air Tel Aviv, qui est aujourd'hui la ville la plus chère au monde. On n'a pas besoin de chercher des milliers d'années en arrière. Est-ce qu'on a encore des choses à faire? Ouah, on a encore beaucoup de choses à faire. Mais quand on regarde le parcours qu'on a fait, et quand on regarde aussi, les gens me disent il y a de la haine gratuite. Dans une semaine, je vais aller à l'armée, je suis sous-officier de réserve à l'armée encore. À l'armée, avec moi, j'ai à ma droite le porte-parole de l'association la plus à gauche d'Israël. Et à ma gauche, j'ai le petit-fils du rabbin Meir Kana, qui est, je pense, l'association la plus à droite d'Israël. Et les gens sont ensemble. On se dispute, on n'est pas d'accord, mais on vit ensemble dans la majorité du temps. Et ça, je pense qu'on peut le regarder avec ses yeux. Moi, je suis économiste de formation, on m'a toujours dit les chiffres parlent. J'ai étudié les sciences politiques, on m'a dit les faits parlent. Quand on arrive en Israël, il faut regarder les chiffres, les faits. C'est vrai que des fois, on voit des choses qui nous bouleversent un petit peu de façon morale et de façon sentimentale, mais il faut regarder les choses de façon rationnelle. Et c'est ça qui, je pense, qui nous donne ce moral et cette volonté justement de regarder les choses autrement. Et d'ailleurs, je pense que ce livre a donné à beaucoup de personnes le sens de se dire ça répond à ces questions et je me remets en question par rapport à je comprends plus pourquoi je suis en Israël, je suis plus fier des Juifs, j'ai plus de respect pour les gens du monde entier, les gens des nations. Je vois que si Nietzsche dit ça, si Descartes, etc. Je dis on n'a pas la science infuse chez nous, que si les gens disent qu'on pense, on a beaucoup de choses, on a beaucoup plus de choses en commun que des choses qui nous séparent. Et quand on regarde ça... C'est ça le secret de la pérennité? Alors c'est ça justement, allez voir ce qui nous rassemble. Je pense que nos sages nous disent que si on est éternel, et ça c'est un fait, on est le seul peuple qui traverse l'histoire à travers 3000 ans, ça on ne peut pas ne pas le justifier, ça veut dire qu'on a une mission, qu'on a un intérêt. Et cet intérêt-là, justement, c'est d'apporter ça. Je viens de rencontrer le président de l'EJF là, dans le couloir, et il me dit, alors comment ça s'est passé les grandes écoles? Je guide les grandes écoles, HEC, ESSEC, ESCP, viennent des juifs, des chrétiens, des musulmans, et ils vibrent ensemble pour les mêmes valeurs, et ils vibrent ensemble pour des choses que... Mais c'est pas possible. Il est chrétien, il est musulman, il est juif. On a tellement de choses ensemble. Et la pérennité qu'on a, nous, c'est justement de pouvoir regarder ces valeurs-là, d'apprendre des autres. Mais si nous-mêmes, on est persuadé qu'on a quelque chose à apporter aux autres, c'est ce qu'on nous dit toujours en France. Est-ce qu'on doit se replier le communautarisme ou être cosmopolite? Et justement, dans le judaïsme, on dit on ne doit pas être cosmopolite, on doit être universel. Parce qu'on a quelque chose de particulier à apporter, on peut l'apporter aux autres. Si on est comme tout le monde, bah, on n'a rien à apporter aux autres. Heureusement que les Français sont les Français pour nous apporter, heureusement que les Italiens sont les Italiens pour nous apporter, heureusement que le peuple d'Israël, le peuple juif, il a quelque chose à apporter. Et notre particularité, elle n'est pas de se battre contre les autres, mais justement de voir cet échange. Et le secret, en fait, cette pérennité qu'on est encore là, c'est qu'on a ce message qui traverse le temps. Et justement, les gens me disent, ça répond en fait un petit peu à ce trouble, etc. Ça remet un petit peu les choses dans l'ordre et ça nous fait penser un petit peu, c'est quoi le macro de l'histoire et pas uniquement... une mise en perspective. Myriam?
Déjà, on comprend pourquoi David, c'est le guide mythologique de tous les groupes Taglit et Massa. Et j'ai travaillé avec les deux et voilà, et c'est toujours un plaisir. Il faut voir David emmener les jeunes à Hebron, au caveau des patriarches. C'est très très spécial. Cette capacité à raconter une histoire à des jeunes effectivement qui viennent de partout et qui pour certains ne connaissent pas du tout leur histoire. Et il leur dit voilà, vous allez rencontrer vos grands-parents. Et c'est toujours très très touchant cette capacité à comme ça à nous rendre optimistes et à nous raccrocher à une moi, histoire. ne vous connaissant pas, je l'ai lu à travers le livre, je l'ai senti à travers le livre, à travers une typographie assez spéciale. Hein. Vous avez décidé de ne pas faire un livre conventionnel. Non. On dirait un manuel scolaire. Et c'est intéressant. Exactement, Voilà, parce c'est que ça. comme il y a des lettres en gras, des mots en gras moi, surlignés. je l'ai donné à beaucoup de bêta-lecteurs. Les gens m'ont dit, David, les gens aujourd'hui, ils ont du mal à lire. Ils ont du mal à lire. Génération de TikTok. Alors l'académie, elle dit, on souligne pas, on fait pas des encarts. Que nenni. N'écoute personne. Fais des sous-titres, fais des histoires, raconte des anecdotes, raconte des blagues, fais des choses pour que les choses soient claires. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin que ça soit clair. Michael, vous vouliez réagir? Bonsoir, Michael. Oui, parce que c'est... Bonsoir et ravi, je vous connais de réputation. J'ai pas eu encore effectivement plaisir d'accompagner vos voyages, mais je me suis dit il y avait un défi là finalement en participant à un débat avec vous, parce que vous connaissez les histoires, vous savez ramasser l'histoire du monde en une histoire. Alors je me suis dit il faut qu'on trouve une pour pouvoir tout simplement aller dans le sens de votre propos. Et je me suis rappelé celle-ci qui rassemble un petit peu effectivement les questionnements avec vous. Elle dit, Moïse a dit tout est loi, Jésus a dit tout est amour, Marx a dit tout est argent, Freud a dit tout est sexe, et Einstein a dit tout est relatif. Elle est fantastique, celle-là. Et de ce point de vue-là, je trouve que ça ramasse effectivement, au fond, les contributions des Juifs à l'histoire du monde telles que vous le racontez. Bah, tout à fait, ce que vous dites, on arrive à faire les choses ensemble. Il y avait quelques semaines la délégation du consistoire, il y avait des rabbins, il y avait des sénateurs, il y avait des maires. Les gens me disent, mais comment tu fais pour parler, tu fais le même discours? Je dis, mais pourquoi on ne pourrait pas parler la même chose? On a tellement de choses en commun qui ont traversé l'histoire. Ah, mais moi, ça m'intéresse, ça. Comment on est perçu par des politiques français qui ne connaissent pas? Alors, je vais vous dire, j'ai pas le droit de le dire, mais il y a un maire d'une grande ville qui est venu me voir à la fin. Il me dit, il y a quelque chose que j'aimerais vous dire. Je vous admire. Je dis, pourquoi? Il dit, vous êtes tellement fiers de votre histoire, tellement fiers de votre peuple, tellement fiers de ce qui vous est arrivé. Il dit, nous, des fois, on a honte parce qu'en France, il y a une histoire que le nationalisme, il a mal tourné à une époque. Donc, aimer trop son peuple, on a l'impression qu'on va mal tourner. Il dit, vous êtes tellement fiers de vous, vous voyez des drapeaux, vous êtes tellement fiers de votre histoire. Et je peux vous dire aussi, nous, on est fiers de votre histoire à travers vous parce que vous êtes tellement, on va dire comme ça, un exemple. Maintenant, vous m'avez dit, qu'est-ce qu'on apporte? On n'a pas le droit de dire beaucoup de choses. Il y avait l'adjoint au maire d'Hidalgo, il y avait beaucoup de maires. Le nombre de collaborations qui existent et qu'on n'est pas au courant, c'est assez impressionnant. Alors il y a des choses qu'on connaît. Par exemple, EDF, il a 30% des installations solaires en Israël. On sait qu'SNCF a investi des dizaines de millions d'euros. On a des projets au niveau de... On était chez l'ambassadeur. L'ambassadeur dit, mais tous les jours, les informations circulent entre les services secrets français et israéliens. Il y a tellement de choses qui se font. Et il y a tellement de choses qui sont en dehors de l'écran. On est un État film qui apporte, à travers l'agriculture, à manger à des centaines de millions dans le monde. Et j'ai un participant qui dit, mais vous travaillez avec tous les pays du monde? Il dit, bon, même ceux qui n'ont pas de relations diplomatiques avec vous? Il dit oui, sauf l'Afghanistan, la Syrie, l'Iran et l'Irak. C'est-à-dire, il y a tellement de choses intéressantes qui se passent en dessous les plateaux, et c'est ça qu'on peut regarder, et votre histoire, elle résume beaucoup de ça. Il y a tellement de choses qui sont communes beaucoup à l'humanité, et c'est ça qu'on doit regarder. Et en tant que nous, participants israéliens au peuple juif, ou juifs en France, au Canada, ou n'importe où dans le monde, quand on se rattache à ça, on a de nouveau le sentiment de se lever le matin et de dire « Waouh, je fais partie de quelque chose qui est sympa finalement ». Finalement, c'est sympa d'être juif. Souvent, on se disait qu'il fallait inviter ici et au sein du gouvernement des psys pour essayer de calmer les débats, etc. Mais en fait, il faut peut-être amener des guides, des conteurs pour essayer de nous ramener justement à ce qui nous unit et ce qui nous rassemble. J'avais, à propos de psy, j'ai eu l'honneur d'interviewer Boris Cyrulnik il y a quelques années. Et une de ses formules qui m'était restée, il m'avait dit, vous savez, nous, on est un peuple d'agitateurs culturels. Voilà, c'est ça qu'on fait. Et je trouve que c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Et effectivement, quand on agite, quand on n'est jamais content, c'est très facile de se concentrer sur ce qui va mal. Et on a passé la première demi-heure de notre émission à en parler. Et puis nous, les médias... C'est pour ça qu'on voulait passer la deuxième demi-heure à parler de ce qui est. Nous, les médias, on en est un peu coupables de toute façon parce que les trains qui arrivent à l'heure n'intéressent personne, etc. Mais justement, un guide, ça raconte l'histoire des trains qui arrivent à l'heure et des choses pour lesquelles on est
des jolies rencontres. Et des jolies rencontres pour lesquelles on on est content. Et c'est vrai que c'est très important de pas... je pense que c'est très facile en Israël de perdre un peu le nord, de se lever le matin et de dire mais pourquoi il me faut tout ça, c'est tellement compliqué, il faut tout le temps se battre, etc. Et c'est toujours se rappeler de quoi on fait partie, de quel projet on fait partie. Mickaël, vous êtes d'accord avec ça? Entièrement d'accord, d'autant plus que pour justement parler un petit peu de ce qui se passe sous les radars, comme le disait notre invité, on a eu il y a quelques semaines une conversation entre nous justement en disant ce serait quand même intéressant un jour de pouvoir aussi faire une émission en rappelant toutes les bonnes nouvelles qui émanent d'Israël. On vient d'en évoquer quelques-unes, mais sur le plan médical, où une fois par jour environ, au moins une fois par semaine, il y a une information qui émane d'une découverte scientifique qui va apporter une solution pour telle ou telle maladie grave. Et on a l'impression que ça passe à l'as, que c'est juste comme ça une brève parmi toutes les autres informations, et que évidemment les informations plus graves, les trains qui n'arrivent pas à l'heure, parce que c'est notre métier, c'est vrai, Myriam a raison, eh bien passent d'abord. Et je pense que c'est intéressant de pouvoir prendre le temps que l'on prend aujourd'hui, et avec un invité tel que le vôtre, actuellement, tel que le nôtre, parce qu'il est justement capable de pouvoir dire, voilà, il n'y a pas que les choses négatives, il y a d'abord beaucoup de choses positives, et puis effectivement, tout ce qu'on ne sait pas, et tout ce qui vient contredire les discours très sombres, pessimistes et parfois un peu à courte vue, tels qu'on a pu les entendre il n'y a pas si longtemps que ça. Voilà, donc courez acheter Am Segula, ça s'arrache d'ailleurs sur... voilà, c'est très bien parce qu'on peut l'acheter en Israël en tapant Am Segula, en entrant sur le site, mais sur Amazon, c'est quand même incroyable, n'importe qui dans le monde tape Am Segula, il commente, ça lui arrive chez lui, c'est quand même incroyable la technologie aujourd'hui. Et puis vraiment, le fait de finir sur quelque chose d'optimiste, vous allez me dire quelque chose, on est obligé de finir sur quand même l'histoire quand même. On raconte toujours, alors pourquoi les Israéliens se plaignent? On raconte que les Israéliens, c'est comme deux grands-mères juives qui sortent d'un restaurant. La première, elle dit c'était dégoûtant. La deuxième, elle dit non seulement c'est dégoûtant, mais en plus on n'avait pas assez. En fait, c'est ça. C'est que l'Israélien, il se plaint, mais il reste à l'armée, il reste en Israël. Alors il y a toujours à droite et à gauche, des gens qui sont pas, mais on regarde ça. Et justement, ce livre, le miracle qui est sorti, c'est que il parle à tout le monde. Il y a des rabbins orthodoxes qui sont dedans, ultra-orthodoxes, il y a des rabbins sionistes, il y a le professeur Trigano, il y a le directeur des présidents des EI, parce que justement, on a des choses qui sont un tronc commun pour tout le monde. Et c'est ça qu'on doit toujours se rappeler. Et quand on regarde ça, alors effectivement, quand on se lève le matin, on n'a pas besoin d'aller chercher un réconfort, on a juste besoin de regarder notre réalité autour, avec beaucoup de choses qu'on ne peut pas raconter sur tous les plateaux de télé, mais que vous, en tant que journaliste, vous savez qui se passe. Et si on arrive à trouver ça, on pourra se dire, nous, on est Mesougal, on a cette capacité de ça. Et le fait qu'on apporte ça aux gens, on est content que de notre côté, on peut avoir cet échange-là et le faire avec le sourire. Une bonne dose de bonne humeur, c'est d'utilité publique, Am Segula. Une dernière question et je termine parce qu'elle me crie dans l'oreillette qu'il faut passer à la rubrique suivante. David Chawat, ce serait quoi un mot qui définirait pour vous Israël? Notre hymne, la Tikva, l'espoir justement de ce retour à la normale du peuple qui revient à la normale, et de ce fait, ce cœur de l'humanité qui va mieux, l'humanité va mieux, et on est content de revenir à la normale. Voilà. Et voilà.